à tous. Nous sommes donc ravis de vous accueillir pour cette nouvelle session des rendez-vous de l'international. Donc, sur le thème, la conférence sera sur le thème cet après-midi de valoriser nos expertises à l'étranger. Donc, en effet, effectivement, nous avons aujourd'hui mis 7 thématiques en exergue. Donc, la thématique, quand on est une entreprise de services, comment faire pour exporter ses services, son expertise, ses compétences, qu'elles soient techniques ou intellectuelles, et notamment comment se positionner sur les marchés publics. Donc, les marchés publics à l'international qui sont parfois difficiles à décrypter. Donc, cet après-midi, nous avons avec nous nos partenaires qui vont nous donner toutes les clés de compréhension de ces thématiques. Donc, à nos côtés, nous avons l'Agence française de développement, Madame Marine Karcher et Monsieur Philippe Guillet-Rivol. Nous avons également le cabinet Unite Caribbean avec Monsieur Damien Beauchot et Martinique Tech, Monsieur Emmanuel Joseph, qui partagera son témoignage. Donc, je vais rappeler quelques règles. Donc, pensez à bien couper vos micros et vos caméras. N'hésitez pas à interagir, à poser toutes vos questions dans le fil de discussion tout au long de la session. Nous pourrons répondre à vos questions qui seront dans le fil de discussion à la fin des interventions. Et vous pourrez aussi prendre la parole en utilisant le petit bouton Action qui est en bas de l'interface où vous pouvez lever la main et poser vos questions. On vous donnera la parole, on pourra ouvrir vos micros. Et on rappelle que cette session est enregistrée et que le replay du webinaire sera disponible sur nos réseaux, sur nos sites de la CCI. Donc voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre partenaire de l'Agence française de développement pour sa présentation. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Marine Karcher, je vais faire la présentation à deux voix avec mon collègue Philippe. C'est moi qui vais commencer la présentation. Peut-être on va passer à la diapo suivante. Donc en fait, la direction régionale de l'AFD se situe sur 2 sites. Moi je suis à Fort-de-France et Philippe est basé en Guadeloupe. Depuis la direction régionale Océan Atlantique, nous couvrons 16 territoires de la zone. 6 territoires ultramarins et 10 territoires étrangers. Je n'entre pas dans les détails, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous les donner. On a 75 agents qui travaillent sur la région, donc qui sont positionnés en partie dans la direction régionale. Donc, on est une dizaine à la direction régionale. Et ensuite, dans les agences de la zone, donc il y a 4 agences dans les territoires ultramarins et 3 agences qui sont dans les États étrangers de la zone. On peut passer à la diapo suivante. Donc ça, c'est pour vous montrer avec une carte comment l'AFD se positionne dans la zone. Donc la direction régionale Océan Atlantique qui se situe dans la Caraïbe. On a une direction régionale qui est en Amérique centrale, qui couvre Cuba, qui est la seule île de la Caraïbe qui n'est pas couverte par la direction régionale. Et on a une DR dans les Andes qui couvre les pays d'Amérique centrale. Et on en a une autre au Brésil qui n'apparaît pas sur la carte parce qu'elle est plus bas géographiquement. Et ça vous montre l'étendue des périmètres d'intervention de l'AFD, sachant qu'en tout, dans le monde entier, l'AFD a 17 directions régionales. On peut passer à la diapo suivante. Donc ça, c'est une présentation rapide de notre stratégie d'intervention spécifique à la direction régionale Océan Atlantique. Donc notre ambition, c'est d'accompagner les projets qui permettent d'accompagner les transitions territoriales, écologiques et énergétiques. Donc ça, c'est les sujets qui vont toucher le climat, donc que ce soit sur les sujets atténuation ou adaptation, le développement des énergies renouvelables, la protection de la biodiversité et la protection contre les risques naturels, tous les sujets de résilience au changement climatique. Notre deuxième axe d'intervention dans le financement de nos projets, c'est favoriser la transition démographique et sociale pour assurer des conditions de développement et de vie décente pour les populations. On intervient là dans les secteurs dits sociaux, donc la santé, l'éducation et les inégalités entre les hommes et les femmes.
sachant que l'année 2020 a été marquée par un nombre d'engagements importants de l'AFD sur le secteur de la santé, notamment pour accompagner les territoires de la zone dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Notre troisième axe d'intervention, c'est les transitions économiques et financières. Donc ça passe par le financement notamment de banques à travers de lignes de crédit qui permettent de financer des investissements durables et qui permettent d'accompagner la stabilité financière dans les pays d'intervention de l'AFD. Et le quatrième axe d'intervention, c'est la promotion d'acteurs français dans leur rayonnement dans la zone Caraïbe. Donc, je pense que c'est particulièrement le sujet qui vous intéresse. Donc, cet axe d'intervention, on le conduit en intervenant dans les États étrangers sur des secteurs sur lesquels l'expertise française est importante. Par exemple, on finance le secteur des transports en République dominicaine, sur lesquels les entreprises françaises sont bien outillées pour se positionner. On va vous citer d'autres exemples dans la suite de la présentation. Et deux drivers forts de nos interventions, ça reste le 100% accord de Paris. Donc, ça signifie que l'AFD finance des projets qui ne sont pas en contradiction avec les enjeux climat. Et le 100% lien social, donc les projets financés par l'AFD doivent contribuer à maintenir et voire à renforcer le lien social entre les populations. Donc, je vais passer la parole à Philippe pour la suite de la présentation. Merci Marine. Bonjour à tous, toutes. Pour parvenir à ces différents objectifs, l'AFD ratisse un peu large au niveau des partenaires et des bénéficiaires des concours et des financements plus largement qu'on met en place. C'est-à-dire qu'on va s'adresser aux États, dans les États étrangers, aux collectivités ultramarines respectivement. On va s'adresser en direct parfois aux entreprises privées ou publiques quand elles le sont, à toute la sphère parapublique. Selon certains schémas d'intervention, on peut également s'intéresser à tous les partenaires qu'on appelle organisations de la société civile, donc associations, fondations, etc., qui sont parfois de très bons relais également. Et enfin, comme le disait Marine en parlant des transitions financières, tous les établissements parfois bancaires, qu'ils soient bilatéraux, multilatéraux, sont parfois pour nous de bons relais. Donc pour ces différents publics, on a différents outils que vous voyez ici décrits. Alors sans tous les énumérer, ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est surtout en fait un peu ce qui figure, les mots qui sont répertoriés sur le cercle qui les entoure, à savoir que au-delà des seuls financements qu'on met en place, on est vraiment guidé par une orientation globale ou globalisante, orientée un peu écosystème impact et qui donc va au-delà du seul sujet de financement. On aime être là dans la durée, accompagner le structurant. Le régional, c'est indiqué, et Marine l'a également mentionné. Et on entend, avec notre intervention, disons une vocation un peu partenariale sur la durée également, ou sur toute la structuration de filière qui va être occasionnée. Donc on peut passer à la slide suivante qui va illustrer quelques-unes des interventions qu'on a pu mener dans les années précédentes ou très actuellement. Donc vous voyez notamment l'exemple de la ligne de téléphérique urbain de Saint-Domingue qui fait écho au secteur des transports que Marine vient d'évoquer en République dominicaine. Il s'agissait d'un financement qui a été assez important, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été mis en place par l'AFD en accompagnant le territoire sur le sujet. L'idée était de financer donc l'extension de plusieurs stations de métro, ainsi que l'interconnexion entre la ligne 1 et la ligne 2 qui était donc très chargée à l'époque. Le financement a été mis en place il y a très peu de temps, 2018 il me semble. 2018, mon pense-bête me le confirme. Et donc des marchés publics ont découlé de cette intervention de l'AFD auprès de l'État, qui ont pu permettre à des entreprises de se positionner. Pour accéder à ces appels d'offres, la page afd.dgmarket.com que vous voyez indiquée sur la diapo centralise en fait tous les appels d'offres qui sont émis à travers des financements AFD dans les États étrangers. Donc vous pouvez vous connecter, accéder aux appels d'offres qui y figurent. S'il y a des questions, vous pouvez bien sûr vous adresser à nous ou aux collègues qui sont dans les géographies que Marine a présenté tout à l'heure.
On est bien sûr tenu à une certaine impartialité dans la sélection des entreprises. On ne peut pas privilégier une entreprise sous motif qu'elle serait française, puisque l'AFD est un outil dit délié depuis quelques années. Après, si c'est des Français qui remportent, on est très content, bien sûr. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment se tenir informé de ce type de marché. Les autres établissements tels que la BID le font également, la Banque des Caraïbes, que vous connaissez sans doute. Pour ce qui concerne l'AFD, ils sont répertoriés sur cette page. On a également un autre outil qui sont donc les prénoms souverains. J'en parlais tout à l'heure. J'ai également indiqué quelques exemples. Le premier est également en République dominicaine. C'est une ferme éolienne qui a été construite par le groupe Accio, enfin qui est exploitée par le groupe Accio et qui a réuni plusieurs entreprises pour la construction. Là, on n'est pas dans une dynamique d'appel d'offres. Toutefois, il y a quand même des opportunités de développement également pour des entreprises antillaises qui peuvent se positionner sur l'un ou l'autre des lots qui constituent le projet. Je pense, je ne sais pas, au terrassement, au raccordement, enfin voilà, bon, c'est un exemple un peu orienté construction bien entendu, mais il peut aussi y avoir des aspects formation qui peuvent être compris dans ce type de projet ou sur des projets également publics. Si je reboucle avec le projet transport dont on parlait juste au-dessus, il y a voilà, des formations sur les usages par exemple, sur de la sensibilisation. Donc il y a aussi du soft entre guillemets qui peut être ouvert à des entreprises antillaises. J'ai également rappelé ou mentionné pour celles ou ceux qui ne le savent pas encore que l'AFD finance également en direct les entreprises antillaises également dans les Outre-mer. En écho au 4e objectif qu'indiquait Marine juste avant. Dans beaucoup de secteurs d'activité, on a très peu de secteurs d'exclusion. Souvent, il s'agit de secteurs carbonés ou de voilà, les armes, le jeu, enfin des choses que vous imaginez très bien et sur lesquelles, bien sûr, on n'interviendrait pas. Vous avez ici quelques exemples des secteurs d'activité dans lesquels on intervient encore actuellement. L'idée, là aussi, est quand même de pouvoir être là sur des secteurs structurants pour les économies ultramarines, renforcer les capacités des acteurs privés ou parapublics dans ces projets-là et éventuellement leur permettre de sauter le pas en vue d'une internationalisation rapide après des projets peut-être réalisés dans un premier temps en terre ultramarine avec une réglementation davantage maîtrisée. Dernier outil qui aide au développement des projets, la subvention. Donc le premier outil de l'AFD est bien sûr le prêt, mais on arrive parfois à mobiliser des subventions dans certains secteurs d'activité ou selon certaines éligibilités. Vous avez là encore quelques exemples. Alors sans toutes les lire, vous saisissez encore qu'on est sur des investissements de longue haleine, des choses de long terme, du cadre qui permet ensuite alors aux géographies d'avoir de la perspective, aux secteurs d'émerger et aux entreprises antillaises qui seraient spécialisées sur ces secteurs-là de pouvoir développer leurs activités sans avoir à supporter bien entendu les coûts de développement qui sont en grande partie financés par l'AFD. Donc vous avez des secteurs orientés biodiversité, d'autres orientés plutôt énergie avec la géothermie. Peut-être juste une parenthèse, quand on parle d'environnement, de biodiversité, bien sûr, il s'agit de favoriser, là encore, les écosystèmes et l'environnement, mais en fait, c'est très large comme considération. C'est-à-dire que de l'environnement, quand on regarde, il y en a dans la construction, avec des matériaux qui aujourd'hui sont respectueux de l'environnement, qui ont une empreinte carbone moindre. On ne parle pas que des plantes et de l'air. On parle notamment des plantes et de l'air, mais on parle aussi, en fait, de toutes les infrastructures un peu plus lourdes qui peuvent être menées sans entraver le développement économique, mais disons d'une meilleure façon, d'une façon plus pérenne et à des coûts moindres qu'il y a quelques années. Et avec des technologies mieux maîtrisées surtout, ça fait partie de l'accompagnement que l'AFD peut offrir au-delà du seul financement. Il y a un peu cette disposition de conseils qu'on peut vous amener dans le cadre des projets qu'on va financer, à vous ou aux maîtrises d'ouvrage publics, donc qu'on va pouvoir accompagner. Je ne sais pas si vous souhaitez que je réponde aux questions tout de suite ou si je poursuis, comme vous le souhaitez. Vous pouvez continuer et puis on prendra toutes les questions. On prendra les questions à la fin, très bien. Dans ce cas-là, on peut passer à la slide suivante si vous voulez. Alors là, c'est l'affichage que vous aurez quand vous cliquerez sur la fameuse page DG Market que j'ai indiquée.
Au-delà de la capture écran, c'est vraiment pour vous montrer qu'elle est accessible et que sur le site de l'AFD lui-même, vous aurez en fait dans la partie passation des marchés, les différents modules que j'ai recopiés là en haut, donc du module 1 à 6, qui peut aider à pouvoir utiliser cette page d'Agile Market en cas de difficulté. Ceci dit, le site est très ergonomique et assez intuitif, donc c'est seulement pour vous donner encore plus envie d'aller les consulter et que vous ne soyez pas perdu quand vous y allez. C'est un site qui est encore une fois très, très accessible. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire en fait sur cette diapositive. On peut passer à la suivante si vous voulez. On revoit la carte que Marine a indiquée tout à l'heure avec des idées de nos encours, donc des financements que l'AFD porte dans ces différentes géographies respectivement. Avec pour seule précision qu'en Haïti, on intervient uniquement aujourd'hui en subvention et l'encours porté dans les autres géographies vous révèle donc l'empreinte très forte qu'on peut pouvoir marquer en accompagnant les différentes transitions dans toutes ces zones. Et derrière, tout ça se traduit en projet, c'est-à-dire qu'on est guidé par un objectif de financer des investissements exclusivement ou quasi exclusivement. Donc, ce que vous avez là, ce n'est pas des frais de fonctionnement, d'administration. On est vraiment sur des investissements au service du développement et de l'activité économique de toutes ces géographies et des échanges renforcés entre elles. Voilà, je crois que c'est la dernière slide. Sauf si vous avez des questions spécifiques, je vous propose du coup qu'on y réponde. Et on vous remercie pour votre attention. Merci Marine, merci Philippe. Alors effectivement, on a déjà quelques questions, enfin j'en vois une. Comment l'AFD finance-t-elle pour les entreprises des projets études en subvention hors association? Alors c'est Emmanuel, peut-être que tu veux préciser ta question. Alors oui, la question est la suivante, c'est que souvent l'AFD ne finance sur des subventions que des projets portés par des associations, et notamment dans le cadre d'études préparatoires sur la prospective, sur de la structuration, etc. Souvent, ça peut passer ou ça peut être initié par une entreprise. Et donc, comment dans ce cadre-là, c'est possible ou pas de le faire financer? Alors, c'est possible. C'est possible. Je vais répondre en deux temps, hein, vous vous en doutez. Est-ce qu'on parle d'une organisation qui est située dans l'outre-mer ou dans les États étrangers, dans un État étranger? En outre-mer, pardon. En outre-mer. Je vous pose cette question parce que le mandat d'intervention AFD est un petit peu différent selon les géographies. Côté ultramarin, en gros, la philosophie, c'est d'essayer de ne pas trop fausser spontanément le marché ou d'essayer de ne pas faire trop d'interventionnisme. Voilà. Donc, ça se traduit du coup par une capacité qui existe, mais qui doit être respectueuse des particularités locales. Donc, on a des outils qui évoluent en fait d'une année sur l'autre. C'est du sur-mesure. On est tenu par notre redevabilité vis-à-vis de l'extérieur, de nos partenaires. Donc, en fait, tout dépend du type de projet qu'on a. De quel secteur s'agit-il? De quel montant s'agit-il? Et quelle est la nature du lien contractuel qui va unir la société au projet. Alors, c'est beaucoup de questions, mais c'est parce qu'en réalité, toutes ces questions vont se poser lorsque la demande, effectivement, est émise. C'est pas évident d'accompagner en subvention sèche, entre guillemets, un acteur. Il faut vraiment que ce soit adossé à un financement qui ait une vocation d'investissement ou qui se traduise assez rapidement par des effets vertueux dans les géographies concernées. Ça peut passer par ce qu'on appelle un partenariat qu'on va formaliser, qui va comprendre des engagements pour les deux parties. Ça peut passer par une subvention qui va être mise à disposition par l'une de nos tutelles. C'est notamment ce dispositif qui peut évoluer assez sensiblement d'une année sur l'autre. Donc, c'est plus facile si on parle d'une association qui évolue dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, par exemple.
Là encore, tout dépend vraiment du type de projet que vous avez à l'esprit. Enfin, est-ce que vous voulez m'en dire un peu plus ou on peut en parler ultérieurement hein, si vous voulez, mais je pense que je vous parle de façon générale, ce sera plus facile, enfin j'aurai plus de facilité à vous répondre si je savais exactement ce dont, ce dont on parlait. On va y venir, puisque c'est un peu dans l'objet de mon intervention, mais c'est vrai que comme également souvent la barrière à l'entrée en termes d'investissement est à 6 millions pour l'AFD, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple pour des entreprises de pouvoir dire je vais chercher un financement auprès de l'AFD. Alors, la barrière d'investissement en prêt, hein, j'entends, c'est ça que vous voulez dire, est à 6 millions. Ouais. Alors, on peut en parler. On a des standards d'intervention, effectivement, parce que en raison du modèle économique de l'AFD, c'est-à-dire qu'on a un modèle économique tarifaire qui est guidé sur notre propre pérennité, en fait. Hein. Ce qu'on demande aux autres, on essaie de se l'appliquer aussi, et si on baisse trop nos seuils d'intervention, quelque part, on ne rentre plus vraiment dans nos frais, ou alors il faut qu'on monte nos taux. Enfin bon, voilà, il y a un arbitrage qui doit être opéré à un moment donné. Donc, effectivement, on a un seuil d'intervention standard qu'on s'attache à respecter le plus possible. Ceci étant, sur des projets qui nous sont présentés ou selon les demandes qui nous sont émises, en fonction de l'appétit peut-être des autres partenaires bancaires qui sont sur la place et en fonction de la pertinence d'un projet à un moment donné, quand on va appréhender ses impacts, son caractère vertueux dans les différentes ou l'âge de la file dans lequel il pourrait se mener. On va regarder, je ne sais pas, le nombre d'emplois qui va être créé, est-ce qu'il va y avoir un effet d'entraînement, est-ce qu'il va y avoir une structuration de filière qui va être opérée. En gros, au prisme du projet, là aussi, ponctuellement, on peut descendre nos seuils d'intervention. On le fait. Hein, je ne peux pas encore vous citer, puisqu'il y a un projet qui n'est pas encore contractualisé, mais qui est dans une géographie qui nous intéresse aujourd'hui de la région, sur lequel le ticket est bien en deçà des 3 millions pour l'AFD. Donc, on peut le faire. Ce n'est pas un standard, mais on peut le faire. Donc, là aussi, je vous réponds en 2 temps, c'est-à-dire qu'effectivement, le seuil peut paraître dissuasif pour certaines PME. Hein, là, le projet dont je vous parle est porté par une TPE familiale, donc on peut le faire aussi. Voilà. Après, c'est sûr que l'intervention en subvention est toujours un peu compliquée. On est conscient hein, qu'en fait, c'est parfois un peu le serpent qui se mord la queue. Pour lancer des investissements un peu lourds ou de la construction, il faut déjà, dans un premier temps, avoir, je ne sais pas, fait une étude de marché, faire des choses comme ça. Donc tout ça, on sait que ça a un coût, on en est conscient. Dans le plan de financement qui nous est présenté, une partie des frais de développement peut être aussi réintégrée, c'est-à-dire que certes, il y a une avance en fonds propres à mener à un moment donné, donc c'est un effort hein, par les promoteurs à fournir. Là aussi, suivant la pertinence du projet et les impacts qu'on arriverait à mesurer, on arrive à faire preuve de souplesse dans certains cas de figure. Donc, c'est des souplesses qu'on arrive à mobiliser. J'ai répondu de façon un peu longue, mais aujourd'hui, c'est notre façon d'intervenir dans ces cas de figure. Parfait. Merci beaucoup, Marine et Philippe. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre avec les interventions. Et puis, on reviendra bien sûr sur les questions. Et on vous proposera même éventuellement d'avoir un rendez-vous individuel si vous le souhaitez à l'issue de la session. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à notre deuxième intervention, le cabinet Ionnet Carrion, M. Damien Beauchot. Je vais vous laisser partager. Donc, j'arrête le partage de mon côté. Je vous laisse partager si vous avez un support. Damien, c'est à vous. Il peut activer son micro et sa caméra. Merci, elles étaient désactivées. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc partager mon écran. Voilà, vous le voyez? Pas encore, mais ça doit venir. Pas encore. Je recommence l'opération. C'est bon? C'est bon. Très bien. Voilà. Bien, merci beaucoup en tout cas de nous donner l'occasion d'intervenir cet après-midi. Donc, je suis Damien Beauchot, je suis directeur sectoriel de
Je vous parle depuis la Guadeloupe, où se trouve le siège de notre société. Donc, je vais vous en faire une présentation rapide et puis surtout vous faire un peu retour d'expérience justement sur les contrats que nous avons pu gagner à l'international dans la Caraïbe ces 3 dernières années et vous faire part de notre retour d'expérience sur les activités que nous parfois et sur un petit peu peut-être les enseignements que nous en tirons. Je vais couper juste ma caméra en même temps parce que j'ai une connexion un peu capricieuse. Voilà. Et je continue avec la présentation. Voilà, donc United Caribbean, c'est une jeune société qui a été créée en 2017. Donc, elle n'a pas encore 4 ans. Elle fêtera ses 4 ans à l'automne prochain. Donc, nous n'avons pas encore 4 ans d'existence. United Caribbean a été créé dans un esprit, en fait, de pouvoir répondre et accompagner le développement social, économique et environnemental des territoires caribéens, dans un premier temps de la Caraïbe insulaire, partant effectivement du principe qu'aujourd'hui, finalement, il y a un certain nombre de problématiques communes à toutes ces îles, que les réponses en termes de services, en termes d'assistance, en termes de compétences déployées auprès de ces îles sont souvent des compétences et des services qui proviennent de l'extérieur. Et il nous semblait extrêmement intéressant d'essayer de réfléchir à un écosystème régional caribéen de réponse effectivement aux besoins de compétences, aux besoins d'expertise sur la zone. Donc, nous avons créé United Caribbean véritablement pour répondre à ces enjeux et principalement aux enjeux les plus importants, qui sont les thématiques que notre entreprise développe aujourd'hui, que sont tous les sujets qui tournent autour du climat, de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets, de la gouvernance locale et du développement économique. Donc, c'est véritablement autour de ces 4 que nous intervenons, que nous proposons des services et de l'assistance technique. Nos compétences, en fait, sont structurées autour, je disais à l'instant, d'activités d'assistance technique et d'expertise dans les domaines que je viens de citer, d'expertise technique, toujours sur la base d'expertise et de compétences mobilisées dans la région. Nous faisons aussi du conseil et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage aux acteurs caribéens qui veulent développer eux-mêmes des actions dans la Caraïbe, avec une prédominance, puisque nous sommes pour la plupart au sein de notre entreprise des anciens du monde de la coopération institutionnelle. Et donc, notre plus-value, je dirais, se situe dès lors qu'on est dans des logiques de relations et de collaboration inter-îles. Donc, c'est là où on apporte une véritable plus-value, dès lors qu'il y a des projets, des activités, des missions, des contrats qui se déroulent aussi dans une logique inter-îles et dans une logique régionale. Et puis, nous travaillons sur un 3e axe qui est en fait la conception de projet en tant que tel, puisqu'on est acteur caribéen et on est nous-mêmes porteurs de projets, porteurs d'initiatives. Donc, on conçoit des projets et on lève des financements pour mettre en œuvre ces projets dans la Caraïbe, notamment sur les sujets climatiques et sur les sujets déchets. On met en œuvre aujourd'hui des actions pilotes à l'échelle régionale que l'on a écrit et que l'on a présenté à un certain nombre de bailleurs de fonds et de financeurs pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc, on est aussi porteur, donc on répond à des demandes, à des sollicitations et on est également porteur d'initiatives et de projets. Nos objectifs sont bien évidemment de renforcer les compétences des structures publiques et privées de la Caraïbe à piloter et développer leurs propres projets, ce que j'évoquais tout à l'heure à travers l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Mais c'est aussi d'accompagner cette internationalisation et de répondre véritablement à ces enjeux de mise en connexion et de relations inter-îles au niveau régional. Les contrats que nous développons, c'est bien sûr de contribuer à produire un impact concret, durable sur le terrain en matière de développement. Nous avons très vite compris au sein d'United Caribbean, et je vais en parler tout à l'heure au niveau des enseignements, que la clé en vérité pour se développer dans la Caraïbe, pour pouvoir accéder à des contrats, développer des activités, c'est la présence sur le terrain, c'est l'implantation. Je pense que la plupart des entreprises qui sont présentes aujourd'hui autour de ce webinaire savent très bien que ce qui leur permet aujourd'hui en Martinique de gagner certains contrats, c'est bien sûr parce qu'ils ont les compétences techniques et qu'ils répondent à des besoins, mais c'est aussi parce qu'ils sont dans un écosystème où ils sont connus, reconnus, où leur marque fait écho auprès des financeurs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, très vite, nous avons développé
nous nous sommes développés au-delà, bien évidemment, de notre siège qui est en Guadeloupe. Nous avons développé des bureaux projets avec des représentations et nous avons même créé une filiale de plein droit à Sainte-Lucie, qui est donc United Caribbean Limited, qui est donc notre filiale à Sainte-Lucie, qui est une entreprise de droit saint-lucien. Et ça, c'est extrêmement important pour nous aussi parce qu'aller conquérir des marchés dans la Caraïbe anglophone, eh bien, à partir d'une entreprise basée dans la Caraïbe française, c'est parfois compliqué pour accéder à certains marchés qui sont exclusivement réservés à des entreprises de la Caraïbe anglophone. Je donne pour exemple les marchés de la CDB, de la Caribbean Development Bank, qui sont aujourd'hui accessibles aux acteurs de la Caraïbe anglophone et qui adhèrent à la CDB. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. On a assez vite compris ça. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous raconter le parcours du combattant pour créer cette filiale, mais en tout cas, voilà, on y est parvenu et aujourd'hui, depuis 2019, on a cette filiale de plein exercice. Nous avons aussi des bureaux projets sur les îles du Nord, sur Saint-Martin, Sint-Maarten, qui rayonnent sur toutes les îles du Nord de la Caraïbe orientale. Et puis, on a une particularité, c'est qu'on a une histoire forte et des relations importantes sur Haïti. Et donc, on a également un bureau et une équipe permanente en Haïti, puisqu'on développe beaucoup de contrats et beaucoup d'activités sur Haïti. Donc, juste pour terminer, vous l'avez donc compris, notre aire d'intervention aujourd'hui est principalement focalisée sur la Caraïbe orientale, pays de l'OECS et toute la couronne, on va dire, des pays et des territoires de la Caraïbe orientale, et Haïti avec des incursions sur certains contrats en République dominicaine. Voilà, c'est l'aire d'intervention aujourd'hui de nos activités. Les retours d'expérience sur les 3 premières années d'activité de notre entreprise. D'abord, je voudrais juste rappeler en quelques mots, il y a 3 ans, 4 ans, bientôt, en 2017, j'avais d'ailleurs personnellement travaillé sur une étude pour le compte d'Expertise France, qui était une étude sur l'identification du potentiel de contrats de services dans la région, et notamment de contrats de services financés par les bailleurs de fonds internationaux, quels qu'ils soient, donc les banques, les agences des Nations Unies, tous les financeurs internationaux. Pour rappel, je crois d'ailleurs que cette étude, je parle sous le contrôle de Marie-Noëlle Cataillé, mais cette étude est d'ailleurs, je crois, cette présentation est d'ailleurs disponible sur le site de la CCI, ou en tout cas elle l'était jusqu'à un certain temps, et c'est une présentation qui notamment met en lumière le fait que chaque année, dans le bassin caribéen, et ça n'a pas beaucoup évolué depuis 2017, c'est à peu près pour 200 millions de dollars US de contrats qui sont passés sur les contrats de services dans la région de la Caraïbe insulaire sur des financements de bailleurs de fonds internationaux, sur des financements publics. On parle à peu près de 2 millions de dollars. Je parle bien uniquement de services, hein, pas d'équipement ni de travaux, mais que de services. Et que ça représente à peu près 1000 contrats par an qui sont passés par l'ensemble des donneurs d'ordre. Et que sur ces 1000 contrats, c'était un peu la base de départ aussi du lancement de nos activités. Quand on avait analysé les années 2015, 2016, 2017, ça faisait donc 3000 contrats. Il y en avait seulement 3 qui avaient été remportés par des entreprises dont le siège social était dans les Antilles françaises. Donc, on était quand même sur un ratio extrêmement faible, et on se rendait compte également que l'écrasante majorité de ces contrats étaient remportés par des entreprises hors Caraïbes, c'est-à-dire des firmes internationales basées à l'extérieur de la Caraïbe. Nous sommes donc structurés, on a recruté des personnes, on a investi, on a pris des risques, on a développé nos implantations, on s'est fait connaître auprès des financeurs, on a développé voilà, une offre de services sur les secteurs dont je parle, climat, gouvernance locale, développement économique, ce qui nous a permis depuis 2010 de remporter 30 contrats de prestations de services que l'on a pu mettre en œuvre sur 20 pays et territoires de la Caraïbe insulaire. Donc ça, c'est des contrats que nous avons remportés et que nous avons signés. Vous m'entendez toujours? Oui? Oui, ça va. C'est bon, Oui, okay. on vous entend. Très bien, merci. Le type d'activité que nous avons réalisé, pour qu'on soit clair aussi sur ce qu'on appelle contrat de service, c'est que nous avons réalisé à travers ces 30 contrats des activités d'études sur les secteurs précités. Ça pouvait être des études d'impact, des études préalables de projet, des études techniques, donc tout ce qui tourne autour des études.
Nous avons réalisé des missions d'assistance technique, donc véritablement de l'accompagnement à un certain nombre de maîtrises d'ouvrage en assistance technique sur des projets qu'ils pilotaient. On a fait de l'AMO typiquement sur de l'accompagnement à des acteurs qui voulaient monter leur propre activité ou leur propre projet. On a mené l'évaluation, beaucoup de formations. Nous avons réalisé beaucoup d'activités de renforcement de capacité et de formation. Et puis, la particularité de notre présence justement sur différentes îles et dans la région, c'est qu'on a été sollicité sur des activités, on a réalisé des activités aussi de mise en réseau, de connexion et de structuration de réseau à l'échelle régionale. 90% de nos contrats, je disais tout à l'heure, ont été mis en œuvre dans les pays de l'OECS qui nous entourent, les Leeward Islands, le nord de la Caraïbe orientale, et Haïti. Donc, c'est véritablement la grande majorité des zones d'intervention de nos contrats. Le montant global de ces contrats, c'est 3 500 000 €, donc mis en œuvre. Donc, sur 30 contrats, vous voyez, ça fait en moyenne entre 100 et 150 000 € par contrat, certains plus petits, d'autres plus importants, mais avec là la limite des tickets d'entrée que sont effectivement, quand vous êtes une jeune entreprise, il y a des appels d'offres sur lesquels vous n'êtes pas éligible, il faut monter des groupements avec d'autres, etc. etc. Donc, forcément, il y a une limite, on ne peut pas aller tout de suite, même si on en a la capacité interne, hein, avec nos équipes, on ne peut pas aller tout de suite sur des très gros contrats. Mais des contrats à 100, 150 000 € sur des contrats de service, c'est déjà des contrats intéressants et relativement importants pour nous. Nos clients, depuis 3 ans, sont les agences des Nations Unies, le PNUD, le PNUE principalement, l'Union européenne, mais dans son versant FED, Fonds européen de développement, à travers les agences de l'UE en Haïti et à Barbade. C'est l'OICS, avec qui nous avons un contrat cadre pour développer un certain nombre d'activités. C'est aussi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français qui nous soutient vraiment, qui nous a accompagnés sur de nombreuses initiatives. C'est Expertise France qui aujourd'hui est très implanté dans la région et qui derrière lance un certain nombre d'appels d'offres et contractualise avec des prestataires, et on a remporté plusieurs marchés. C'est aussi des fondations privées. Je disais tout à l'heure qu'on était porteur d'initiatives et de projets. On a convaincu plusieurs fondations privées, une fondation, la Fondation de France, pour parler d'une fondation française, et le CCRIF, qui est une structure caribéenne, anglophone, qu'on a convaincu à nous suivre sur la mise en œuvre de projets. Et bien évidemment, on a travaillé aussi avec des hauts profils d'entreprises, d'associations, de collectivités, et puis de ministères étrangers, puisqu'on a aussi des contrats directement avec des États étrangers, ministères et agences publiques. Je sais que parmi les entreprises, souvent la question se pose sur la fiabilité dès lors qu'on contractualise avec des ministères étrangers. Juste pour la petite histoire, on a eu 3 contrats en Haïti, un avec le ministère de l'Intérieur, un avec le CIAT, qui est le comité interministériel d'aménagement du territoire, et un avec l'AN, qui est l'agence aéroportuaire nationale, qui est une agence publique. Je pense que ce sont nos meilleurs payeurs de tous nos... Mais on a presque été même payé en avance de phase par rapport à ce qui était nécessaire. Donc j'en parle juste parce que c'est pour un peu remuer les idées reçues parfois sur les pays et sur les capacités à payer. Par contre, Haïti, on peut discuter de la difficulté de mettre en œuvre des activités, et ça c'est un tout autre problème, c'est la capacité de mise en œuvre, notamment dans le contexte sécuritaire actuel. Je ne parle même pas du contexte sanitaire, mais du contexte sécuritaire, où effectivement c'est quand même complexe. Mais je veux dire, sur la fiabilité des maîtrises d'ouvrage et des payeurs, honnêtement, on n'a pas eu, nous depuis 3 ans en tout cas, on n'a eu aucune difficulté à ce niveau-là. Voilà, sur les facteurs clés de réussite, pour ne pas prendre trop de temps et pour juste vous livrer un peu notre retour d'expérience. Je le disais en entrée, la proximité, l'implantation dans les pays, c'est central. Honnêtement, de la même façon que je pense qu'on peut être conscient qu'aujourd'hui, en Martinique, une collectivité locale, une agence publique qui viendrait voir débarquer un consultant, un cabinet de consultants ou une entreprise de Trinidad venir répondre pour réaliser une mission de consulting au profit de l'agglomération du Nord Martinique,
Je pense que l'agglomération du Nord Martinique serait un peu surprise de voir débarquer ce cabinet de consultants anglophones qu'elle ne connaît pas, qui viendrait déposer une offre. Il faut vraiment se c'est-à-dire que quand on arrive dans un pays, fût-il à quelques dizaines de kilomètres de chez nous, quand on arrive et qu'on dépose quelque chose, on est vu un peu comme un ovni si on n'est pas connu, reconnu, identifié par ceux qui veulent, par ceux qui financent. Donc ça, c'est central. Je veux dire, le sujet du réseautage, de la proximité et de se faire connaître et reconnaître, c'est vraiment central. Derrière, il y a le sujet de la langue, hein, forcément, ça on en a souvent parlé, reparlé, mais c'est également central. Il faut savoir que dans les pays anglophones de la Caraïbe, très peu de personnes parlent français. Donc, il est clair que si on veut aller conquérir ces marchés, le sujet de la langue est central. Nous avons basé notre développement sur un réseau de consultants et de partenaires associés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est 12 consultants staff permanents au sein d'Unite Caribbean, répartis sur les différents bureaux dont j'ai parlé. Donc, nous sommes 12 permanents de l'entreprise, mais nous avons un réseau d'une trentaine de consultants associés qui sont engagés avec nous régulièrement, qui par ailleurs mènent d'autres activités, mais qui sont engagés avec nous régulièrement et qui sont dans les différentes îles et territoires et pays de la Caraïbe des relais d'information essentiels également pour identifier les opportunités, faire du retour, savoir si effectivement on peut y aller, pas y aller, comment on peut y aller, etc. etc. Donc ça, c'est le réseau, il est extrêmement important. On fait un travail de veille sur les marchés de services dans la Caraïbe. Alors nous, on a mis en place à l'interne de notre entreprise un outil numérique qui nous permet en fait d'avoir accès en temps réel aux offres de financement de marchés de services qu'on a taguées sur les thématiques qui nous intéressent, hein, environnement, climat, etc. Et on reçoit en temps réel sur un outil de flux RSS en fait, hein, qui va chercher dans les sites web à chaque fois qu'une nouvelle information sort, c'est implémenté dans une application qui centralise l'ensemble des informations. Et ce qui fait que dans cette application, on a l'ensemble des éléments qui tombent au fil de l'eau en fonction des éléments qui sortent sur les sites web. Encore une fois, ça c'est important parce que c'est les diffusions officielles de tous les canaux des bailleurs de fonds et des États, puis de nos relais dans les pays. Ça ne pourrait fonctionner tout seul. La particularité aussi, ce qu'on s'est entraîné à faire aussi depuis 3 ans, c'est à regarder en fonction des marchés, en fonction des sujets, quelle était véritablement la concurrence et comment on pouvait se singulariser pour gagner. Vous qui nous écoutez, qui êtes des responsables d'entreprise, vous savez que pour gagner un marché, en fait, ce qui compte aussi, c'est la probabilité de concurrence. Les chances de gagner sont quand même beaucoup plus importantes que si on se bat parmi énormément de concurrents. Donc, la relativité des marchés, elle est importante à connaître et on commence, nous, en tout cas dans nos secteurs, à bien maîtriser quels sont nos concurrents. Et on sait notamment que sur des marchés qui sont en dessous des seuils, en gros, de 90 000, 100 000 euros, la plupart des entreprises internationales ne répondent pas. Quand je dis internationales, qui viennent d'Europe, du Canada, etc. Donc, on va être dans une compétition plus régionale. Et là, on peut arriver à identifier les marchés sur lesquels on peut avoir une vraie plus-value. Juste petite chose pour dire au passage que la situation actuelle de Covid-19, pour nous en tout cas, elle a eu un effet assez inverse que pour toutes les autres entreprises. C'est-à-dire que la plupart des clients que je vous ai présentés tout à l'heure, avec qui on est en contact aujourd'hui, beaucoup d'entre eux nous ont contactés depuis un réalisé. Nos prestataires habituels sont en Europe, sont aux États-Unis, sont au Canada, ils ne peuvent pas venir. Vous êtes présent dans la région, vous avez vos relais sur le terrain. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre et est-ce que vous êtes en mesure de réaliser? Et finalement, ce pari de la logique régionale et de l'implantation sur le terrain nous a véritablement permis ces derniers mois de générer de l'activité et d'être mieux positionné finalement que des firmes internationales. Il est clair que pour pouvoir gagner, il faut aussi maîtriser les procédures. Je vous ai évoqué tous les bailleurs auprès desquels on a répondu. En fait, sur les 12 que nous sommes à l'intérieur de Unite Caribbean, on a un certain nombre de collègues qui sont spécialisés
sur certains bailleurs. Certains connaissent parfaitement les procédures Union européenne, d'autres connaissent très bien les procédures des agences des Nations Unies, d'autres connaissent très bien les procédures des banques. Et ça, effectivement, ça aide parce que pour répondre à des marchés, il faut avoir les éléments de langage pour pouvoir y répondre. Il est clair que nous, on a un combat à côté qui est un combat de plaidoyer au sein d'Unite Caribbean, qui est vraiment de développer une marque. Notre idée derrière ça, c'est véritablement que cette logique de mobilisation de compétences de la région, cette logique de travailler sur de la durabilité régionale, on veut véritablement mettre en avant cette différenciation. Aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment dans les marchés internationaux. En gros, ce qui compte, c'est la compétence, que vous soyez à Paris, à New York ou dans la Caraïbe. Finalement, ce n'est pas forcément des critères différenciants. On essaye véritablement de faire ce travail auprès des financeurs. Et pour faire ce travail, on essaye bien évidemment d'être compétent, performant dans les missions qu'on réalise pour démontrer qu'on a raison de mobiliser des compétences régionales et de travailler en circuit court. Un point extrêmement important, parce que le titre de cette séquence s'appelle non expertise. Moi, je l'ai d'ailleurs retitré comment valoriser les expertises. Je crois qu'il faut vraiment être très clair que si l'on veut pouvoir aller se vendre, entre guillemets, ou en tout cas se positionner sur des marchés à l'international, bien évidemment qu'il faut travailler avec des consultants sur le terrain. On ne pourra jamais aller gagner un marché tout seul en tant qu'entreprise de Martinique qui va juste déposer une offre à Antigua, à Saint-Kitts ou même en Haïti. Ça ne marche pas. Il faut s'associer et avoir des réseaux locaux. Et donc, former des équipes, nous, on ne fait que ça, on constitue des équipes multi-pays pour pouvoir répondre au marché et pour pouvoir avoir des offres qui fonctionnent. Mais pour que ça marche, ça, et pour qu'on nous ouvre aussi les portes des marchés de l'autre côté, il faut accepter de jouer la réciproque. Et ça, la question qu'il faut que chacun se pose, c'est de se dire de la même façon que moi, j'aimerais aller gagner un marché dans des pays à l'extérieur en travaillant avec des partenaires locaux, est-ce que je suis marché en Martinique, d'inclure des partenaires caribéens pour répondre avec moi et pour gagner le marché en Martinique. Et de jouer le jeu de la réciprocité pour leur permettre à eux aussi de faire équipe avec nous sur nos territoires. Et ça, ce sujet de la réciprocité, honnêtement, dès qu'on y arrive, on passe un cliquet. Nous, on a gagné 2 contrats en Guadeloupe sur lesquels on a mobilisé des consultants et une firme caribéenne extérieure à la Guadeloupe qui a répondu avec nous sur de la formation, adaptation au changement climatique avec l'ADEME, etc. Donc, des sujets très intéressants sur lesquels on a mobilisé d'autres partenaires. Ben derrière, déjà, c'est hyper gratifiant pour l'ensemble de l'équipe de consultants de pouvoir travailler ensemble sur un territoire autre que le sien. Et ensuite, derrière, c'est beaucoup plus facile d'imaginer des compilations d'équipes pour aller travailler sur d'autres territoires. Donc ça, je crois que le sujet de la réciproque, il faut vraiment l'avoir en tête et se poser la question de comment on peut la travailler. Et puis, bien évidemment, gagner, c'est une chose. Nous, il nous est arrivé de remporter 2 marchés, notamment, sur lesquels on était allé un peu vite quand même pour répondre, pour structurer l'équipe, etc. Il y avait peu de concurrence, on y est allé. Et puis, au moment où on allait faire la mise en œuvre, on s'est rendu compte qu'en fait, les conditions de mise en œuvre allaient être très, très compliquées. Et on n'avait pas tous les éléments de l'opérationnalisation, les risques. J'évoquais Haïti et j'en parle parce que je connais très bien ce pays pour y avoir vécu 5 ans et pour y avoir développé énormément de réseaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est complexe quand même, principalement dans l'agglomération de Port-au-Prince, pour imaginer pouvoir développer de l'activité sereinement. Donc, il faut forcément mesurer avant de répondre. Il faut quand même mesurer l'endroit où on met les pieds et du coup maîtriser les coûts parce que très vite, il peut y avoir des surcoûts et il ne faut pas qu'une opportunité qui pourrait dégager de la marge se transforme effectivement en un déficit pour l'entreprise. Donc, il y a un sujet de l'opérationnalité quand même qu'il faut se poser dès la réponse à l'appel d'offres. Voilà, en quelques mots, je pourrais vraiment parler beaucoup plus longtemps, rentrer dans des détails, donner des exemples, mais voilà en quelques mots le retour d'expérience que je voulais faire. Juste on travaille avec nos comptants in-house.
On travaille avec le réseau de consultants dont j'ai parlé, mais on va aussi régulièrement répondre à des appels d'offres en groupement avec des entreprises, notamment des Antilles, avec qui on va former des groupements pour répondre parce qu'il va y avoir une conjugaison de compétences intéressante pour répondre. Donc ça, on le fait aussi en tant que de besoin. Soit c'est nous qui allons chercher parce qu'on a besoin d'une compétence additionnelle, soit des entreprises qui ont identifié un marché et qui nous demandent si on peut imaginer s'associer pour y répondre. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Damien Gauchot. Je vais peut-être juste récupérer la main sur le partage d'écran, si vous le voulez bien. Ouais. Et puis, ce que je vous propose, c'est de poursuivre en laissant la parole à Monsieur Emmanuel Joseph de Martinique Tech, qui va également nous faire part de son expérience. Et puis, on pourra répondre aux questions juste après la session. Emmanuel, c'est à toi. Allô, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Super, nickel. Alors, si vous ne m'entendez pas ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cours de route. Je vais faire peut-être très court. Alors, on m'a demandé d'intervenir en tant que président de Martinique Tech. Martinique Tech, pour expliquer simplement ce que c'est. Donc, c'est une organisation patronale qui regroupe des entreprises du numérique et de la tech. Et on a qui existe depuis 2012, qui compte une quarantaine de membres. Et on a commencé de mémoire en 2018 ou 2017 à essayer de se rapprocher un peu plus particulièrement des différents écosystèmes de la Caraïbe. On a fait quelques missions exploratoires sur Haïti, sur la République dominicaine, sur Sainte-Lucie, Barbade, etc. Et puis, on a été un petit peu freiné dans notre élan par la crise sanitaire. Quoi qu'il en soit, on a réussi quand même à développer des connexions pour une raison assez simple, c'est qu'on considère que le numérique aidant, le terrain de jeu a changé. Et donc, le terrain de jeu, ce n'est pas uniquement la Martinique ou la Guadeloupe, mais aujourd'hui, c'est vraiment tout le bassin régional qu'on peut considérer qui part du sud de la Floride au nord du Venezuela. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette grande Caraïbe et sur ces 41 millions d'habitants pour pouvoir développer des sujets, en tout cas, essayer de développer de l'expertise à l'export. Après, sans gouailler ce que le monsieur qui me précédait disait, je pense qu'il y a énormément de points et de points d'attention qui sont importants. Moi, je voudrais peut-être faire un petit état ou peut-être être dans la prospective, dire que de ce qu'on peut voir, je pense que cette notion d'export et notamment d'export de services recèle une vraie opportunité, à mon sens, pour le territoire martiniquais et plus généralement pour les Antilles-Guyane, parce qu'on bénéficie de bonnes infrastructures de manière générale. On bénéficie également d'une immigration qui est mine de rien présente, qu'il ne faut pas nier, mais qu'il faut valoriser, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants ou de jeunes de manière générale qui quittent l'île, mais pour les faire rester, il faut aussi proposer des alternatives, il faut proposer de l'emploi, il faut proposer des choses qui sont intéressantes et qui soient valorisables. Et on a justement cette nouvelle génération qui très tôt parle anglais, français ou espagnol ou autre. Et puis on a une diaspora, mine de rien, qui est particulièrement forte et particulièrement présente à l'étranger. Moi, je suis rentré il y a quelques années en Martinique. J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, au Mexique, en Allemagne. Et c'est en rentrant que je me suis rendu compte que finalement, on ne nous sollicitait jamais. Alors, au-delà de rentrer, alors quand je rentrais, je voyais mes copains, j'allais boire des feux avec eux. Et quand j'étais à l'étranger, éventuellement, on prenait des blagues. Mais je n'ai jamais été sollicité pour mes compétences, encore moins pour du financier, mais je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette capacité à s'appuyer sur notre diaspora, comme des populations anglophones ou haïtiennes le fait énormément et se développent sur ça. Et d'ailleurs, même à Cuba, c'est tout un secret de polichinelle d'État. Après, il y a deux autres aspects pour moi qui sont aussi très intéressants, c'est l'éducation. On a des populations qui sont éduquées, on a des populations qui sont qualifiées, et puis on a une position géographique qui est mine de rien valorisable parce qu'on est à la croisée, on est au carrefour de l'Europe et de l'Amérique, et c'est pour moi, je pense, un avantage concurrentiel qui est très fort. Aujourd'hui, on essaie de se développer. Alors, à titre personnel ou à titre privé de nos sociétés, on essaie de se développer et on bénéficie pour le coup d'un accompagnement depuis peu de la team Export pour pouvoir atteindre de nouveaux marchés sur la Caraïbe. Mais je pense que de facto,
on doit changer d'échelle et peut-être changer d'ambition, dans le sens où il faut bien qu'on considère que aujourd'hui, le marché qui nous tend les bras, ce n'est pas le marché de la CACEM, c'est-à-dire de ShellShare à aller, la CACEM étendue, donc jusqu'à Ducos, mais vraiment tous ceux qui nous entourent, qui ont généralement les mêmes besoins, qui ont les mêmes difficultés, qui ont principalement ou très souvent les mêmes structurations ou les mêmes typologies, soit d'entreprise ou de secteur d'activité. Et là, c'est intéressant de se dire, ben, tiens, comment on peut aller les taper. Et c'est vrai que sur ça, moi, et ça fait un petit moment qu'on en parle, cette opportunité qui est liée à ce qu'on appelle des BPO, c'est Business Processes Outsourcing, c'est-à-dire c'est la nouvelle génération des call centers, où en fait, avant les call centers, l'objectif, c'était de payer les gens le moins cher possible. Donc, ça faisait à Madagascar, etc. Et aujourd'hui, on a besoin de fonctions support qui permettent à la fois d'avoir des gens qui maîtrisent un outil, qui sont agiles, qui sont rapides, mais qui parlent très, très souvent 2 ou 3 ou 4 langues. Et on a sur les territoires antillais-guyanais, je pense, cette capacité à la fois à attirer, à la fois à développer, et puis surtout profiter de cette sécurité qui est la nôtre. Et c'est vrai que ma question par rapport à ça, et par rapport à l'AFD, c'est de savoir, est-ce que au-delà de la partie purement d'investissement et investissements qui souvent sont assez lourds sur de la machinerie, sur du foncier, sur de l'acquisition, est-ce qu'il y a cette notion d'investissement ou d'accompagnement des territoires qu'on puisse aller chercher pour développer des filières? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette difficulté de comment on développe une filière au-delà d'avoir des expertises. Je pense que l'exemple de M. Bochot, si je me rappelle bien, est un bon exemple qui est intéressant. Après, je ne lui poserai pas la question, mais j'aurais envie de lui poser la question de son capital de départ et des fonds propres de départ pour pouvoir structurer tout ça, parce que nécessairement, ça appelle et ça amène énormément de besoins en main-d'œuvre et en temps. Et dans cette même dynamique, c'est comment on réussit par nos expertises à développer une compétence marché, développer des produits ou des couples marché-pays pour aller justement taper beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort dans ces pays-là. Donc, c'est vrai qu'à mon niveau, c'est plutôt l'expertise, en tout cas, le retour d'expérience qu'on a vis-à-vis de Martinique Tech, de l'expérience qu'on a eue de ces marchés-là et du potentiel qu'on voit. Et ne serait-ce que des derniers déplacements qu'on ait pu faire sur la République dominicaine, on a été face à des personnes qui étaient très ouvertes et très demandeuses de notre expertise. Mais face à ça, on n'a pas cette capacité, on n'avait pas la structuration pour leur apporter des réponses. Et c'est ce qui est peut-être dommageable chez nous, mais je pense qu'on a cette opportunité. Et c'est vrai que je ne sais pas quid. Alors, je pense bien évidemment que ni Proparco ni France Expertise, c'est son métier, mais peut-être que l'AFD, dans une dynamique qui est peut-être un petit peu plus orientée sur les collectivités, sur l'accompagnement des territoires, sur le zéro exclusion, parce que mine de rien, en tant que Martiniquais, on est presque exclu de cette dynamique caribéenne, et voir comment on pourrait effectivement se rapprocher et développer cette notion de structuration de filière autour de ces nouveaux métiers. Voilà, après, s'il y a des questions, je veux bien répondre, mais j'essaie d'être un peu synthétique puisque l'heure passe et on a déjà dépassé le créneau horaire prévu. Merci beaucoup, Emmanuel Joseph, pour Martinique Tech, donc, qui est déjà passé à la phase de questionnement. Donc, je pense qu'on peut maintenant passer à cette phase de questions. Donc, Emmanuel, tu as posé déjà quelques questions par rapport à Unit Caribbean. Je ne sais pas si tu veux… Monsieur Bochot peut peut-être y répondre. Oui. Et puis, on a d'autres questions qui nous sont arrivées dans le fil de conversation qu'on va poser par la suite. Oui, peut-être. Oui, je peux répondre déjà aux éléments. Alors oui, le capital de départ, ça c'est un vrai gros sujet, mais c'est important de le poser. Et c'est vrai que d'abord, je veux juste partager avec vous, Emmanuel, tout à fait la même approche. Nous, on a souvent d'ailleurs ces discussions-là avec les jeunes qui sont originaires de Martinique, effectivement, de considérer que le bassin du potentiel, ce n'est pas 300, 400 000 habitants, c'est-à-dire l'île, mais c'est effectivement 40 millions et c'est la région. Et c'est vrai que proche semble fondamental, en tout cas déjà dans la réflexion et dans le positionnement. Vous m'entendez? Ouais. Allô? Oui, pas trop en fait, parce que c'est assez assuré parfois. Donc si vous pouvez le faire par téléphone, ce serait bien.
Non, mais là, je pense que c'est bon, c'est revenu. Donc, ça, c'est un premier point. Sur le capital de départ, il s'avère que les fondateurs de l'entreprise, de United Caribbean, nous sommes des anciens des réseaux de la coopération et de l'aide au développement à l'international. C'est-à-dire, nous sommes des gens qui, au moment où on a créé la structure, avions encore un pied dans les réseaux des financeurs de l'aide publique au développement à l'international. Et il faut reconnaître qu'en fait, 6 à 8 mois avant même le lancement de l'activité, on l'a déjà structuré et en fait, on est parti lancer. C'est-à-dire que dès lors qu'on a créé la structure, on avait déjà des premiers contrats qui étaient des petits contrats, mais qui étaient des contrats en gré à gré, qui nous ont permis de pouvoir démarrer de l'activité. On a fait le choix au niveau des cofondateurs de ne pas se payer pendant 2 ans. Donc, nous, on a travaillé sur nos économies, on ne s'est pas payé. Et on a fait le choix d'utiliser l'argent que l'on gagnait sur les marchés pour structurer le réseau, développer, ouvrir l'entreprise à Sainte-Lucie, etc. Donc, ça a été un modèle de développement. J'ai vu d'ailleurs dans les questions, quelqu'un qui posait la question si on avait eu des aides, notamment du 100% export, etc. Très honnêtement, on se pose la question aujourd'hui, non, on n'a eu aucune aide, on n'a eu absolument aucune aide pour développer notre entreprise à l'international, mais on se pose plutôt la question aujourd'hui. On aimerait passer à une deuxième phase aujourd'hui, nous développer sur des nouveaux, éventuellement lever ce type d'aide. Presque 4 premières années, on n'a pas du tout bénéficié d'aide. On est parti lancer, entre guillemets, et on a structuré pas à pas, voilà, en serrant la ceinture très clairement les 2 premières années. Et merci beaucoup. On a une question de Madame Doris Noll, pour Monsieur Beauchot d'ailleurs. Comment faites-vous pour évaluer les compétences et les réalisations des consultants qui rejoignent United Caribbean, sachant que les façons de travailler sont assez différentes entre les îles françaises et les îles anglophones, et aussi entre les îles anglophones elles-mêmes? Vaste sujet, très vaste sujet. Il est clair que ce qui est très, très compliqué sur ce sujet-là, c'est que déjà, le métier de consultant, c'est un métier à part entière. Et ça, aujourd'hui, nous, on a appris en interne à pouvoir, dans les éléments de discussion avec les gens qui souhaitent nous rejoindre ou qui souhaitent travailler avec nous, on a vraiment des éléments de discussion sur le métier de consultant, ce qu'on en attend, etc. On est souvent contacté, par exemple, par des praticiens qui sont des praticiens de secteur, mais qui n'ont jamais effectuer de l'action de consultance. L'action de consultance, c'est véritablement faire du conseil, produire, avoir de la méthodologie de production. Enfin, ça fait vraiment appel à un certain nombre de qualifications et de compétences métiers, entre guillemets. Donc ça, aujourd'hui, on sait à peu près le tester en discutant sur le CV, sur les expériences, etc. Et puis ensuite, il y a le deuxième aspect qui effectivement n'est pas des moindres, c'est dès lors que vous avez effectivement quelqu'un qui a tout à fait un profil de consultance ou qui est tout à fait en mesure de répondre à certains marchés ou à certains besoins, il y a le fait de pouvoir aller travailler à l'extérieur. Et effectivement, quitter sa zone de confort pour aller faire une mission de consultance dans la banlieue porto-princienne, dans le nord d'Haïti ou dans le sud de la Grenade, c'est pas tout à fait pareil, c'est une capacité différente, etc. Donc là, je vous avoue que ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé, on a eu des fortunes diverses, voilà, et on a finalement réussi à structurer des équipes, en tout cas un noyau qui fonctionne assez bien. Ceci étant, il y a quand même beaucoup parmi notre réseau de consultants des gens qui ont quand même un passé important du métier de consultant et notamment de l'économisation. Quand ensuite ils doivent aller sur un territoire qu'ils n'ont encore jamais pratiqué, très souvent sur une première mission, il y a la nécessité en fait d'accepter le principe de surinvestir personnellement en temps et en énergie pour pouvoir comprendre un nouveau territoire et pour pouvoir appréhender la mission. Et puis ensuite, ça permet sur des missions ultérieures d'être plus à l'aise et d'avoir peut-être un niveau de rentabilité, entre guillemets, qui soit meilleur. Globalement, on a eu quand même sur 4 ans, on a testé certaines relations avec certains consultants qui n'ont pas fonctionné, qui du coup sont pas allés plus loin. Parfait. Une question de Madame Marion Laforêt. L'envie de se développer est là pourtant pour beaucoup d'entreprises basées en Martinique.
Malheureusement, beaucoup de projets sont financés par la CDB, la Banque de développement caribéenne, ce qui est un véritable frein au développement de travaux, notamment. La clé est de trouver des partenaires sur chaque territoire. Comment faire? Donc, éventuellement, une question pour l'AFD également. Comment faire pour trouver des partenaires, effectivement, sur chaque territoire quand les projets sont financés par la CDB, effectivement, les marchés publics qui ne sont pas accessibles à nos entreprises françaises. Alors, peut-être expliquer, excusez-moi, peut-être expliquer les conditions de la CDB, parce que tout le monde n'est peut-être pas au même niveau d'information. Donc, quelle est la contrainte? Je crois que quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure. En fait, ce que je voulais dire par rapport à cette contrainte qui est que les marchés lancés par la CDB ne sont pas accessibles au territoire français puisqu'ils sont réservés aux pays membres de CARICOM. On n'a pas levé cette contrainte, mais l'AFD propose un financement, une ligne de crédit à la Banque de développement des Caraïbes qui est fléchée sur un certain nombre d'investissements. Qui permet de lever cette contrainte, c'est-à-dire que les financements de l'AFD vont faire l'objet d'une publication sur DG Market, comme a mentionné Philippe dans sa présentation tout à l'heure, qui permet aux entreprises françaises d'y avoir accès et de se positionner. Donc, c'est effectivement une petite partie des opérations de la CDB, mais voilà, ça permet de lever un peu la contrainte. Et après, pour trouver des partenaires, je n'ai pas de solution miracle. Je pense que ça dépend un peu des secteurs et ça dépend des ambitions des différents projets. À nouveau, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des gens qui connaissent. Nous, les services économiques régionaux, l'ambassade, pour essayer d'identifier les partenaires sur place qui seraient à la fois motivés et intéressés à avoir un partenariat avec une entreprise française. Et pour compléter la réponse, c'est aussi notre rôle en tant que Team France Export, effectivement, d'accompagner les entreprises dans cette recherche de potentiels partenaires locaux. Donc, on a cette capacité. Je vais peut-être vous prendre… alors, je vois qu'il y a d'autres questions, mais je vais peut-être prendre, si vous avez encore 5 petites minutes, pour justement vous présenter très rapidement, je vais partager mon écran, très rapidement, vous présenter comment, justement, la CCI, en tant que membre de la Team France Export, accompagne nos entreprises justement dans cette recherche et ce positionnement sur les marchés publics, notamment dans la Caraïbe. Donc, nous accompagnons les entreprises vraiment à toutes les étapes de leur démarche export. Donc, dans la phase initiale de structuration de leur projet de recherche d'information, d'élaboration de leur plan d'action, jusqu'à également la partie veille également pour identifier les potentiels marchés sur lesquels ils pourraient se positionner. Également dans la partie maîtrise des compétences pour répondre à ces appels d'offres internationaux, comprendre les procédures, etc. Et jusqu'à la projection sur le marché, donc l'identification de potentiels partenaires, de potentiels prospects, acheteurs, etc. Et même jusqu'à l'implantation sur ce marché avec la mise en place, par exemple, d'un VIE, donc un volontaire international en entreprise qui peut être basé sur le terrain, sur le marché étranger, qui peut être missionné par l'entreprise pour développer le business, pour répondre à ses appels d'offres, pour trouver des partenaires locaux en étant le représentant de la société sur place. Donc, tout cela, la Team France Export Martinique accompagne les entreprises dans cette démarche export. Et nous avons mis en place, donc justement, pour réunir toutes ces clés de succès pour nos entreprises, nous avons mis en place un programme spécifique d'accompagnement qui est spécifique pour un pool d'entreprises qui a été sélectionné et qui leur permet donc de monter en compétence sur la réponse aux appels d'offres des marchés des banques de développement de la Caraïbe. Donc, c'est véritablement un programme qui a été conçu justement pour sensibiliser ces entreprises sur cette réponse, sur l'action des banques de développement de la Caraïbe, donc qui a de façon à identifier et sélectionner l'offre locale qui pourrait répondre aux attentes
de ces banques de développement. Donc, pour former les entreprises à cette réponse à appel d'offres. Donc, on a sensibilisé dans un premier temps le pool d'entreprises. On a sélectionné quelques entreprises qui sont entrées dans ce programme. Et depuis janvier, donc les entreprises, donc on a 6 entreprises martiniquaises dans ce programme, on a pu, avec elles, donc réaliser un premier bootcamp pour les faire vraiment comprendre quel était l'enjeu de ce programme, quels étaient les projets et les appels d'offres des banques de développement auxquels elles pourraient prétendre. On a eu, donc depuis quelques mois, depuis février, donc on a eu toute une phase de veille qui a permis d'identifier les projets, les appels d'offres, de les faire remonter. Donc, on travaille de concert avec Business France, nos collègues de Business France, pour faire cette veille, réaliser cette veille et échanger sur ces appels d'offres. On a également un consultant, donc une consultante qui travaille avec nous auprès des entreprises, main à main avec les entreprises, pour co-rédiger éventuellement les réponses à ces appels d'offres, de façon à ce qu'on puisse véritablement maîtriser et offrir la meilleure réponse possible pour ces appels d'offres. On a aussi organisé des sessions de networking pour que les entreprises se connaissent mieux. Et régulièrement, tous les mois, on a une réunion mensuelle avec ces entreprises pour assurer le suivi. Donc, l'idée, c'est de véritablement avoir une démarche optimale d'accompagnement pour vraiment réussir cette réponse à appel d'offres. Et comme le disait M. Gauchot, passer de 3 entreprises ultramarines sur les 3000 à beaucoup plus. Donc, l'idée, c'est voilà, de les aider dans l'identification des bons projets avec la veille, de les faire monter en compétences pour qu'ils puissent vraiment se conformer à la spécification des appels d'offres internationaux et donc, effectivement, pouvoir répondre dans les délais, dans les bons délais, ce qui est parfois assez compliqué à faire. Donc, il faut être réactif quand l'appel d'offres est lancé. Donc, on a, voilà, avec Business France, on a à notre portée pas mal d'outils qui permettent effectivement à nos entreprises de pouvoir avoir un panorama des projets financés par les bailleurs de fonds dans le monde, dans la Caraïbe, mais également dans le monde. On a pas mal d'outils disponibles à travers la Team France Export. Et il faut savoir que ces programmes d'accompagnement peuvent être financés. Donc, l'entreprise n'a pas à supporter le coût de sa démarche export seule. Donc, il y a possibilité, voilà, d'être financé par différents dispositifs de financement, notamment le chèque relance export dans le cadre du plan de relance export national. Donc, 50% des dépenses éligibles peuvent être prises en charge. Donc, dans le cas d'une prestation individuelle, c'est jusqu'à 2 000 €. Pour le VIE, le volontaire international en entreprise, c'est jusqu'à 5 000 €. Donc, ce jeune que vous pouvez baser à l'étranger. On a également des dispositifs comme la convention Business France, ministère des Outre-mer, qui peut être mobilisée, l'assurance prospection accompagnement de la BPI France, et également des aides régionales. Donc voilà, je ne vais pas vous prendre beaucoup plus longtemps. Donc, on va peut-être laisser également un peu la parole au niveau des questions. En tout cas, voici nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à cet accompagnement et à faire le lien également avec les différents intervenants de l'AFD, de United Caribbean et de Martinique Tech. Voilà, donc je ne sais pas s'il y avait d'autres questions complémentaires. Il y avait une autre question sur la méthodologie, la rigueur, la différence de rigueur entre les anglophones et les francophones. Et ça, c'était, je pense, une question adressée à Damien Gauchot, toujours. En fait, son retour d'expérience entre des consultants anglophones et des consultants francophones. Alors, plusieurs choses. Quand on travaille avec des consultants anglophones qui sont des consultants internationaux, qui ont l'habitude de travailler avec les financeurs publics, etc., honnêtement, c'est du très, très haut niveau. C'est des gens qui ont été formés en Grande-Bretagne pour beaucoup, aux États-Unis, etc. Et c'est quand même du très, très haut niveau. Il n'y a pas véritablement de différenciation quand on parle vraiment de gens qui ont cette habitude-là. Cependant, ils ne sont pas très nombreux à être présents dans la Caraïbe. Ils sont très, très pris, ils sont très mobilisés. Voilà, il y en a quelques-uns qui travaillent avec nous, mais ce n'est pas tous.
Ensuite, c'est vrai qu'à niveau de formation égal, on n'a pas tout à fait les mêmes niveaux. Et ça, c'est sûr que c'est une des plus-values quand même importantes des territoires de Martinique, de Guadeloupe, c'est effectivement le niveau de qualification et la reconnaissance des diplômes et de la qualification. Et je pense que ça, c'est sur un CV, ça compte et ça, il faut vraiment le reconnaître. Et puis, c'est aussi la certification, c'est-à-dire au-delà de la qualification, c'est qu'on est dans de la normalisation. On est dans de la normalisation européenne, on est dans un certain nombre de règles qui, effectivement, derrière, font écho à de la rigueur, font écho à de la capacité à structurer et mettre en place ce type d'approche. Et ça, les financeurs, c'est sensible aux profils qui ont ces compétences-là, ces capacités-là. Et ça, c'est moins vrai, effectivement, on le trouve plus difficilement sur les territoires anglophones. Après, il y a une vraie réalité aussi, hein, c'est la taille des États. On travaille principalement sur les micro-États de la Caraïbe orientale et là, plus encore malheureusement que chez nous, la plupart des jeunes qualifiés ne sont pas présents sur place. Donc, il y a une difficulté aussi à trouver de la compétence sur ces pays-là, hein, ce n'est pas simple. Et donc, effectivement, de la compétence extérieure peut être parfois bienvenue. Et puis, Haïti, c'est un peu la même chose, même si on est sur une surface beaucoup plus importante, parce que c'est 12 millions d'habitants, mais pareil, les Haïtiens qualifiés, pour la plupart, sont plutôt dans la diaspora et à l'extérieur. Donc, effectivement, il y a autour de ça un vrai sujet. Après, très honnêtement, quand on veut rentrer dans le détail de la rigueur et de la cité, c'est très individuel. Hein. Ça dépend véritablement des gens. C'est assez difficile de généraliser par État, par territoire. C'est assez difficile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie plus-value à valoriser au niveau du niveau de formation et du niveau de rigueur qu'on peut développer sur nos territoires ici. Je rajoute juste un tout petit mot, c'est dire que quand même c'est hyper important aussi d'avoir une idée de la manière dont nos voisins nous voient et dont nos voisins nous considèrent. Et paradoxalement, alors que nous, on travaille beaucoup à l'intégration caribéenne et aux liens caribéens, etc., on est très souvent vu, et quand je dis on, c'est vraiment globalement, hein, le territoire, les élus, les représentants des territoires. Quand on interroge les représentants des pays qui nous entourent, ils parlent souvent de nous en disant les Parisiens. Et c'est symptomatique de l'image qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, malgré tout, la Martinique, la Guadeloupe ne sont pas des États indépendants, ne sont pas des pays souverains de plein exercice, font qu'à un moment donné, il y a une vision de nos territoires comme effectivement des territoires qui sont rattachés à un État et qui sont finalement un peu sous couvert de ça. Alors ça peut être vu comme une différenciation un peu complexe dans les relations, mais en même temps, je pense qu'il faut le valoriser effectivement sur ces sujets de compétences, de capacités et de possibilités d'intervention. Alors, on avait une autre question de Monsieur Macheclerc. Y a-t-il des événements de réseautage en Martinique, voire inter-îles? Oui, effectivement, en tant que donc, la Chambre de commerce et la Team France Export, on organise effectivement certains événements, donc notamment ces rendez-vous l'international, donc qui est un événement qui a l'ambition de mettre en contact les réseaux, donc le réseau Team France Export, mais aussi nos partenaires et des partenaires caribéens. Donc, je vais remettre le partage d'écran donc avec la suite de nos rendez-vous de l'international, puisque on a la semaine prochaine justement de gros événements pour notre réseau, puisque on aura avec nous la semaine prochaine un événement sur le marché africain avec nos partenaires du Bénin. Donc, ce sera mardi prochain. Mercredi et jeudi, nous avons des événements également donc avec Sainte-Lucie, donc le Forum Investir à Sainte-Lucie le mercredi, et le jeudi, un événement avec le réseau CARICHAM, donc le réseau des chambres de commerce caribéennes. Donc, je vais juste remettre le partage d'écran avec le programme pour que vous puissiez en prendre connaissance. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions.
Une question d'Emmanuel Joseph sur le financement. Je pense que c'est une question qui est adressée à l'AFD. Financez-vous l'étude? Alors, Financez-vous l'étude de marché et structuration pour développer des services BPO aux Antilles? Je peux prendre la question, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. On a une question de portage et de montant, là aussi, associé. En fait, pour nous, une étude de marché, on considère bien sûr qu'elle est nécessaire au lancement d'une activité. Hein, c'est surtout une activité sur un secteur qu'on ne connaîtra encore pas très bien, bien entendu, et c'est un élément qui est nécessaire à la décision d'un dirigeant. On a du mal aujourd'hui, si c'est un acteur privé ultramarin, je suis toujours dans ce contexte-là, je comprends qu'on est sur une géographie ultramarine, on a du mal à mettre à disposition des fonds secs auprès d'un acteur privé ultramarin. D'autres acteurs sont là pour l'accompagner. Hein. Ce qu'on essaie de privilégier, encore une fois, c'est l'accès sur le long terme, sur le projet dans sa globalité. Une étude de marché, parfois, ne se traduit pas par un investissement directement lié. On peut, là encore, hein, inclure une fois qu'elle a permis de lancer l'investissement, on peut la réinclure parmi les frais de développement, considérer que voilà, elle fait partie de l'épaisseur du trait qui a permis le lancement du projet, donc elle peut faire l'objet du financement du prêt. Toutefois, en amont, en fait, l'AFD n'intervient pas sur de l'amorçage, du business angel, des choses comme ça. On est vraiment sur des financements plus structurants. C'est pour ça que sur cette partie, on est un peu mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a un besoin. Suivant les secteurs, des acteurs tels que l'ADEME, par exemple, sur l'énergie, peuvent un peu compléter l'offre en finançant sur la profaisabilité ou le développement. Parfois, il y a des aides européennes. Hein. Le FEDER peut aussi intervenir parfois un peu en amont aussi. Les fonds AFD ont plutôt une vocation à intervenir en aval lorsque le projet est acté. Alors, je resitue bien, hein, sur du privé ultramarin. Voilà, je réponds à la question. L'idée, en fait, est de ne pas créer de distorsion de notre côté. Hein. On est toujours un peu sur cette dynamique-là. Je veux préciser le contexte et la philosophie de base, c'est-à-dire qu'on nous dirait pourquoi privilégier tel acteur plutôt que tel autre sur le même marché. On est vraiment, nous, tenus par cet engagement-là. Mais est-ce que ça veut dire que si du coup c'est porté par une association dans une logique de structuration de filière, c'est faisable? Tout dépendrait du type du secteur d'activité dans lequel on est, du statut de l'association. Est-ce qu'elle est à caractère, est-ce qu'elle est moi, je prêche pour ma paroisse, hein, c'est de la tech. Allez-y, on est là pour ça. Je prêche pour ma paroisse, c'est de la tech. En fait, il faudrait qu'on voit exactement de quoi on parlerait quoi dans la prestation, à quoi serviraient les fonds qui sont demandés. Il faut que ce soit le moins diffus possible, le plus opérationnel possible. Et je pense qu'on serait sur du cas par cas en réalité, sur des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on est conscient que c'est un secteur sur lequel il y a des enjeux, il y a des besoins, il y a une expertise à valoriser, il y a de la structuration de filière potentiellement derrière. Dans les startups, il y a beaucoup de choses qui permettent de faire avancer les choses. Il y a des risques à prendre. Tout ça, on souhaite l'accompagner. En revanche, vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de choses et il y a aussi des choses qui ne marchent pas. Il y a aussi des choses qui durent beaucoup trop longtemps. On engage des fonds publics et on ne peut pas, en fait, on se doit d'avoir une sélectivité et surtout de bien veiller à ce qu'il y ait cette neutralité dans la considération qu'on a vis-à-vis des partenaires. Donc, ce n'est pas le cas pour d'autres acteurs publics. Hein. Pour nous, en tout cas, sur du privé ultramarin, on a vraiment cette approche-là. Donc, il faudrait qu'on puisse disposer du budget que vous avez à l'esprit, les prestations qui seraient considérées, leur traduction escomptée en investissement
le plus documentable possible et le plus chiffrable possible, et ça ferait l'objet d'un examen, je dirais, au cas par cas. C'est très dur, en fait, de vous répondre de façon globale, alors qu'on va vraiment faire du sur-mesure, en réalité. D'accord. Bon, je vous appelle alors. N'hésitez pas, on est très encadré, en fait, c'est très dur. On a beaucoup de mal à mobiliser de la subvention sur le privé ultramarin, quand on y arrive parfois, mais c'est parce que les porteurs vont nous aider à le documenter le mieux possible, et que on sera sur un calendrier, ou en tout cas une temporalité sur laquelle on sera parvenu à mettre à l'aise tous les acteurs, et que le projet le justifiera. Voilà, c'est dur d'être plus précis dans ce type de cadre, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, et on voit si c'est faisable ou pas, et le cas échéant, dans quelle mesure et de quelle façon. Merci beaucoup. Alors, on a un petit peu dépassé le timing de la session, mais merci beaucoup pour tous ces échanges. Ce que je vous propose, c'est effectivement, on va pouvoir, pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous contacter. On va pouvoir partager avec vous le support de présentation, et également vous passer des contacts directs, de façon à ce que vous puissiez continuer les échanges. Donc, je n'ai à vous remercier chaleureusement pour ces interventions, et donc à tous les participants. Et comme je disais, donc n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet, www.martinique.cci.fr, pour retrouver notre programme des prochaines sessions des rendez-vous internationaux, donc la semaine prochaine, éventuellement prendre des rendez-vous individuels qui suivront les conférences et les sessions, si vous souhaitez avoir ces rendez-vous. Et puis, voilà, donc on va pouvoir clôturer. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci Damien, merci Marine, merci Philippe, merci Emmanuel, et merci à tous les autres, à tous les participants de cet atelier. Et à très bientôt, la semaine prochaine d'ailleurs. L'esprit gagnant, CCI Martinique.